Yo, deuxième partie de cette journée Cyber Sud et donc deuxième conférence, j'espère que la première vous a plu. Toujours organisée par le Centre d'excellence en cyberdéfense du milieu aérospatial. Et cette fois-ci, on va s'attarder un petit peu plus sur des initiatives en région PACA, en parlant du représentant régional du campus cyber et d'un CSIRT. Si vous savez pas ce que c'est pas grave, vous allez voir, moi non plus j'étais pas au courant, on va découvrir ça ensemble. On va aborder le sujet de la cyber dans les régions, donc les initiatives cyber de la région. On reçoit donc Bernard Klinov qui est l'élu régional du campus cyber et juste derrière lui Damien Asco qui est donc responsable du CSIRT Urgence Région Sud. Le CSIRT du coup. Voilà, merci. Vous allez me corriger dans un instant, je vous laisse vous présenter et présenter vos institutions. Bonjour à toutes et tous, moi je suis conseiller régional en charge globalement de l'économie et donc de la cybersécurité, puisque ça a été rattaché à ma commission, en même temps que je préside Rising Sud, qui est notre agence d'attractivité et de développement économique régional. Donc moi je suis Damien Asco, donc je suis le responsable du CSIRT Urgence Cyber de la région Sud. Donc un CSIRT, c'est l'acronyme européen pour désigner un CERT, donc un centre d'urgence et de réponse aux incidents cyber. Donc nous sommes une association loi 1901 soutenue par la région et par l'ANSSI. Et nous sommes une création à la base du plan France Relance, du SGDSN et donc de l'ANSSI. On va commencer cette petite discussion en table ronde en nombre réduit avec toi Bernard, si tu en es d'accord. Tout d'abord, quel est le rôle de l'élu pour le campus cyber et par qui es-tu élu? Le conseil régional est en charge du développement économique sur le territoire, il en est le chef de file. Il nous appartient d'accompagner nos entreprises et les acteurs du territoire dans les domaines de leurs activités du quotidien. La sécurité informatique en fait partie très largement et notre vocation c'est de dire on veut accompagner et aider les plus petites structures fragiles de notre territoire, TPE, PME, mais aussi les petites intercommunalités, à se protéger. Et en parallèle, on veut accompagner le développement de l'écosystème et des entreprises qui œuvrent dans ce domaine. Donc on a voté cette feuille de route cyber en juin 2022 avec 3 éléments. Le premier élément, c'était notre adhésion au campus cyber national en tant que personne non associée. Le second élément, c'était la création du CSIRT. Le troisième élément étant justement la création du campus régional cyber. Alors l'élu, c'est un élément qui est à la charge du conseil régional, donc dans ce rôle précis sur la cyber et sur le campus cyber, je ne suis pas élu, je suis désigné par le président Muselier pour le porter, puisqu'on a accroché la cybersécurité à la commission que je préside. Et alors Damien, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus en détail du coup ce que c'est qu'un CSIRT? Principalement, nous offrons de l'accompagnement dans l'urgence, donc nous avons un numéro vert, un 0805, n'importe qui peut nous appeler. Notre principale cible, ça va être les TPE, PME, les ETI, les collectivités territoriales et les associations. Donc on se base vraiment sur cette cible-là. Après, n'importe qui peut nous appeler, on répondra. On va vous faire du soutien dans la gestion de crise et dans la remédiation de premier niveau. C'est-à-dire qu'on va fixer l'incident, on va essayer de faire en sorte qu'il ne s'étale pas, qu'il ne prenne pas d'ampleur. On va qualifier l'incident, donc on va essayer de mettre des mots français sur le problème qu'on trouve d'un point de vue technique. Et ensuite, on va proposer des prestataires en remédiation donc de deuxième niveau, donc purement technique, des gens que l'on connaît, que l'on a en catalogue, que l'on connaît de près, donc qui sont fiables et de confiance, avec l'accord de la victime. Donc c'est eux qui viendront sur place faire la remédiation et permettre à l'entité de reprendre son activité. Donc on suit justement ces incidents-là du début jusqu'à la fin. Ça nous permet, nous, de donner notre aide et de faire remonter également des stats au niveau de l'ANSSI. Et on a un deuxième axe de travail également qui est plus un travail de fond où on explique justement à notre écosystème qu'il ne faut pas attendre de se faire attaquer pour réagir, mais plus de se préparer, de l'anticiper et de gagner en résilience. Donc on fait un gros travail de fond, principalement de conseils et d'informations pour justement guider n'importe qui en aurait besoin pour gagner en résilience et faire face au mieux lorsqu'un incident cyber se produira.
Est-ce que tu pourrais peut-être nous décrire un cas concret, nous raconter un événement pour essayer d'illustrer un peu tout ce que tu viens de dire? Alors des cas, on en a plusieurs, qui vont de domaines très techniques où on voit qu'on a des attaquants qui viennent de l'extérieur, qui s'infiltrent dans le SI, qui coupent l'accès à l'entité et qui après en profitent pour, par exemple, faire une campagne de phishing. On a eu un cas où une entreprise qui fait de l'événementiel a envoyé plus de 20 000 mails à sa base client et à sa base de partenaires. Qui étaient des mails de phishing. Donc ça a amené un point noir au niveau de l'image, des insultes, un arrêt également de l'activité. Voilà, ça prend des mois, c'est encore en cours. C'est un incident qu'on traite depuis plusieurs semaines maintenant et là à l'heure actuelle c'est entre les mains de la police. Après on a des cas un petit peu plus cocasses qui tirent de l'ingénierie sociale, ou une fraude au président sur une entreprise du 13 de 50 000 € qui a failli aboutir, qui a été bloquée au dernier moment par la banque, parce que les banques aussi veillent énormément. Donc qui a été sauvé in extremis. Donc là c'était de l'ingénierie sociale, on les a tenus pendant presque 2 semaines avec les gendarmes et avec la police pour essayer justement de gagner des infos sur ces personnes-là, essayer de les cerner, essayer de les profiler pour les retrouver. Et c'était assez risible de se retrouver dans des communications où on est à 4, avec la comptable qui se fait harceler par justement le pirate pour avoir des infos, et nous qui sommes derrière en essayant de temporiser, avoir des infos, essayer de faire en sorte que la personne ne se rende pas compte qu'il y a déjà la police dans la boucle, ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Ouais. Moi j'aimerais un petit peu plus de précision côté campus cyber. Admettons que je n'ai pas trop suivi de quoi il s'agit. Quel est le rôle du campus cyber si on essaie de vulgariser ça simplement? On va d'abord commencer par le différencier du campus cyber national. Le campus cyber national, c'est la base du sujet, c'est un lieu totem dans lequel sont venus s'installer les acteurs. Tout le monde travaille dans ce lieu, un lieu identifié avec la compétence cyber nationale centrée sur ce lieu. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il préexiste des équipements et des lieux qui sont orientés, qui travaillent sur ces sujets de cyber. Donc il n'était pas pensable dans notre région de dire à tous les acteurs de la cyber, voilà, on va construire un bâtiment et vous allez tous vous mettre dedans et on déposera notre candidature parce que la candidature doit être validée par le campus cyber national si on veut cette appellation de campus cyber régional. Et elle sera composée de 2 éléments, je dirais. Un premier élément qui était essentiellement une plateforme sur laquelle on travaillera en commun et les acteurs travailleront en commun avec en plus de la formation. Et puis on va labelliser différents lieux qui vont nous permettre d'avoir des lieux totems répartis géographiquement sur le territoire qui vont abriter une antenne, je dirais, du campus cyber régional et dans lequel se dérouleront à la fois des opérations sur certains sujets de coworking, mais aussi des opérations de mise en œuvre de nouveaux éléments qui seront peut-être par la suite portés par la plateforme et qui vont nous permettre d'accompagner justement ces acteurs que l'on veut aider à se protéger, que sont les petites et moyennes entreprises et les petites intercos. On est au jour d'aujourd'hui avec 2 très belles candidatures de premiers lieux de campus cyber. Il y en a une dans les Bouches-du-Rhône et une dans les Alpes-Maritimes. J'aimerais un peu personnaliser la chose. Je vais commencer avec toi, Damien. En fait, j'aimerais comprendre un petit peu quel est ton rôle en tant que responsable de CICERT. Qu'est-ce que ça veut dire, responsable de CICERT? Quel est ton métier? Quelles sont tes préoccupations majeures? Alors, mon métier, ça va être principalement de créer des liens avec le tissu régional, donc créer des partenariats, créer un réseau. On a fait le choix sur notre stratégie de ne passer que par les milieux professionnels. Donc c'est sûr que ça demande du temps, ça demande de la confiance, ça demande de la mise en place de partenariats. Donc je fais en partie ça. Le SAMU cyber, c'est pas l'ambiance des pompiers, si vous voulez. Le téléphone sonne beaucoup, mais on ne transpire pas, on ne court pas partout, on n'est pas sous la vague, on n'est pas... un incident cyber, c'est très long à gérer, ça prend souvent des mois, surtout quand c'est judiciarisé. Donc ça ressemble quand même à du travail de fond. Après, notre travail principal, c'est de faire de la prévention, de la sensibilisation, de lever les esprits, c'est-à-dire de faire comprendre tout un chacun que la menace est partout et elle ne fait pas de sélection. On n'est pas ciblé par une menace, on tombe dans la menace. Donc c'est un travail de tous les jours et sur ce genre d'événement-là. Pour l'instant, j'ai envie de dire, on est à taille humaine, on est 3 en temps plein et après on s'appuie en ce moment sur 2 alternants. On va en prendre normalement 2 de plus pour avoir un petit peu plus de force vive. Normalement, on va être voué à grossir rapidement.
Et toi, Bernard, du coup, ton rôle même en tant qu'élu du campus cyber, comment est-ce que tu pourrais le définir? Eh bien, ça a été dans un premier temps de rentrer en contact avec l'ensemble de ceux que j'ai appelés les sachants, mais qui sont en fait déjà des acteurs de la cyber. Le tout en nous appuyant beaucoup sur les avis et les conseils de l'ANSSI. On a des exemples sur notre territoire régional d'entreprises dont l'activité cyber est une activité vitale dans la mesure où ils ont des activités eux-mêmes qui sont des activités vitales. Quand je dis ça, je parle, et tout à l'heure, on aura le témoignage, je crois, de l'aéroport de Marseille-Provence, mais pour un aéroport, la cybersécurité est un élément plus que majeur. On a sur le territoire régional, dans les Alpes-Maritimes que je connais mieux puisque je suis niçois, des acteurs comme Amadeus. Je pense que si demain Amadeus, dont l'activité doit être à peu près à 99,99% numérique, si Amadeus vit des attaques cyber dont elle ne peut pas se remettre, ça serait un drame absolu. Mon rôle, ça a été d'abord de rencontrer ces gens-là, de leur demander leur façon de penser, comment ils estimaient le rôle de la région, quel devait être notre rôle, et puis on a fait sous leur pilotage des ateliers sur, de mémoire, c'était 4 sujets différents. Et puis ça a aussi permis de créer des débuts de réseau et de liens entre les entreprises de la cyber. C'était la vocation du campus cyber national, hein, de mettre tout le monde en proximité et en connexion de façon à ce que les uns les autres puissent bénéficier et partager des expériences et les risques des uns et des autres pour voir comment on arrive à lutter contre tout cela ensemble. Voilà. Ça a été d'accompagner la transformation d'un centre de ressources que nous avions à Toulon, un centre de ressources cyber, en un vrai CSIR, de continuer à diffuser d'abord de l'info, parce que les premières victimes dont on parle, qui sont les TPE et les PME, quand on évoque le sujet de la cybersécurité, leur réponse est classiquement toujours la même, ça ne nous concerne pas, alors que c'est eux les premières victimes. Donc on a besoin de tout cela. Vous parliez tout à l'heure du lien qu'il y avait entre vos deux institutions. Tout à l'heure, on avait l'ANSSI qui nous parlait du lien qu'il faisait entre police, gendarmerie, armée, etc. Quel lien vous avez justement avec toutes ces institutions, avec l'ANSSI, avec la police, avec la gendarmerie, entre vous peut-être aussi? À quel moment est-ce que vous interagissez et est-ce que vous avez peut-être des événements ou des projets concrets que vous pouvez nous décrire Alors le lien avec le CSIRT et le Conseil régional, il est simple, puisque le CSIRT est une émanation du Conseil régional. Hein. Le CSIRT est implanté à Toulon, physiquement, et on est en lien par exemple avec une fondation que l'on accompagne, et entre autres financièrement, qui est la Fondation méditerranéenne des études stratégiques, qui est un lien aussi avec des militaires. La première étape qui a été, je pense, à peu près correctement franchie, c'est que tout le monde a pris conscience que la cybersécurité concernait tout le monde. Moi, j'ai rencontré des acteurs d'une toute petite collectivité de communes où ils m'ont expliqué que ça faisait 15 jours qu'ils avaient des écrans noirs et qu'ils attendaient que l'ANSSI, qui leur donnait un coup de main, puisse les aider à redémarrer, sachant qu'une petite collectivité, elle vend de l'eau souvent, s'occupe parfois des cantines d'école, ce qui veut dire que dans leur fichier, ils ont des coordonnées qui relèvent de la santé, qui relèvent des coordonnées bancaires des uns et des autres, ils ont des listes de personnes avec... Donc ce risque, il est au quotidien pour tout le monde, du plus petit au plus grand, et donc le rôle qui est le nôtre, c'est de faire en sorte, une fois encore, que les échanges soient maximisés. Et au niveau du centre, nous, ça va être surtout des liens pour le côté opérationnel. C'est-à-dire que, bon, l'ANSSI, nous sommes en lien très étroit avec eux et avec l'échelon parisien. Ensuite, à notre niveau, sur le territoire régional, on est également en lien avec les institutions, notamment la gendarmerie et la police, pour justement appuyer notre rôle de facilitateur dans la crise. C'est-à-dire que lorsqu'une victime vient nous solliciter, on essaye de lui faire gagner du temps, notamment lorsqu'il y a un dépôt de plainte. On a les contacts des enquêteurs en cyber, on a les bons points de contact qui permettent de gagner du temps et qui permettent de gagner en efficacité plutôt que d'aller au commissariat ou à la gendarmerie du coin. On est également en lien avec la DRSD et la DGSI pour tout ce qui est intelligence économique. Donc on est en lien avec eux pour être sûr de ne pas empiéter dans le domaine de l'autre. On a également des partenariats avec les DDFIP qui font beaucoup de veille sur ce qu'on appelle les FOVI, les fraudes au virement bancaire. Donc eux aussi sont très alertes là-dessus, nous préviennent lorsqu'ils trouvent des choses. Et on monte également des partenariats avec différents métiers comme les juristes spécialisés en cyber, les assureurs, pour justement parler un petit peu de cyber, mais d'un point de vue assurantiel. Comment les assureurs traitent la cyber. On a également une psychologue qui est spécialisée en PNL, parce que c'est vrai que des fois on a des gens qu'on a au téléphone, bon, on aimerait être avec eux pour leur faire entre guillemets un câlin, parce qu'on les a perdus, clairement.
Donc on n'est pas psy, donc c'est vrai que ça nous aide d'avoir ce genre de métier-là et d'avoir aussi d'autres points de vue. Ça nous donne plus de force et ça nous renforce dans notre position d'acteur de confiance et de facilitateur avant tout. Est-ce que vous avez des chiffres sur le nombre d'attaques que vous avez à gérer ? Et ensuite, j'ai un deuxième chiffre qui n'a absolument rien à voir, mais malheureusement, il me tourne dans la tête. C'est est-ce que vous avez un objectif sur un nombre de personnes, sur un type de résultat ? Alors, actuellement, on vient de se lancer. On est ouvert depuis le 2 octobre. Donc, les gens ne savent pas qu'on est sur le territoire. Il y a aussi le fait que beaucoup gardent ça sous le tapis. Beaucoup d'entreprises ne communiquent pas là-dessus. C'est aussi très compliqué de faire déposer une plainte. On commence à avoir les langues qui se délient, comme des retours d'expérience sur des attaques qui ont eu de la communication. Donc on a les dirigeants qui reviennent et qui offrent un petit témoignage à leur niveau pour expliquer ce qui s'est bien passé et ce qui s'est pas du tout bien passé. Depuis le mois de mai, on a eu affaire à une 30aine d'incidents. Après, la majorité des incidents, c'est de l'erreur humaine. C'est des choses qui ne débouchent pas forcément sur une plainte. On ne déclenche pas forcément un prestataire en remédiation parce qu'il n'y a pas besoin. C'est du vol de données ou du vol d'informations. Par contre, des demandes d'informations, on en a énormément. Comment est-ce qu'on est informé de l'existence d'Urgence Cyber ? Donc on comprend bien que c'est tout nouveau. Oui. Mais où est-ce qu'on vous voit en ce moment ? Alors là, étant donné qu'on s'adresse à des professionnels, pour l'instant, c'est au travers des réseaux professionnels comme la Chambre des métiers de l'artisanat, comme la Confédération des PME, comme les associations professionnelles, mais de secteur. Donc on a commencé à travailler dans le Var, on commence un petit peu à rayonner dans le 06, dans le 13 aussi, grâce à la région qui nous fait beaucoup de communication et qui parle beaucoup de nous. Pour 2024, on va commencer à faire des articles dans la presse locale, à faire des interviews, à être beaucoup plus présent dans les salons, comme les salons des maires, comme le salon des PME à Marseille qui va arriver bientôt, le FIC, le rendez-vous annuel, voilà, tout ce genre de choses. Vous verrez nos stands. Est-ce que l'ANSSI peut rediriger vers les CIRT régionaux ? Est-ce que c'est quelque chose qui est fait aujourd'hui ou pas encore ? On a une page sur le site de l'ANSSI qui nous référence, donc nous et les autres CIRT régionaux qui sont déjà ouverts. On est 12 à exister, on est 9 à être lancés. Donc oui, on trouve nos coordonnées sur le site de l'ANSSI. L'ANSSI va gérer surtout les OIV et les acteurs de poids. On n'a pas le temps pour gérer nos cibles à nous. Donc c'est vrai qu'on se répartit justement la charge à ce niveau-là. Ouais. J'ai une question de chiffres cette fois-ci pour toi, Bernard. À la base, le campus cyber national, je crois que c'était 160 entreprises et institutions à peu près. Et j'aimerais savoir si ça représente combien d'entreprises ou d'institutions ou d'intercommunalités ce campus cyber sud. Dans le campus cyber, on n'aura pas d'effectifs d'adhérents, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça. On aura, je pense, des partenariats avec un certain nombre d'entreprises. Et puis, comme j'ai vu qu'il y avait une autre question sur la structuration juridique, je dirais, du campus, le campus en tant que tel sera très certainement une association qui sera même peut-être portée en commun avec le CCIRT, étant entendu que cet ensemble campus cyber dans laquelle on retrouve le CCIRT au moins en partenariat, va avoir besoin dans les années qui viennent de trouver ce modèle économique pour vivre. On a besoin aujourd'hui, et Damien en parlait, quand on fait des propositions de remédiation, d'être capable, puisque nous sommes tiers de confiance dans cette affaire, d'être capable de fournir à ceux qui nous le demandent des listes d'entreprises fiables. Alors aujourd'hui, il en existe quelques-unes qui sont généralement de grandes entreprises qui ont été labellisées dans leurs compétences par l'ANSSI et qui savent faire un très grand nombre de choses sur la remédiation suite à une attaque. Et on va avoir besoin de créer des entreprises référentes, en particulier sur notre territoire, qui pourront être des acteurs de la remédiation à une échelle différente de ce que savent faire les très grands acteurs. Ça, c'est une première chose que nous souhaitons construire. La seconde chose, c'est qu'on a sur ce territoire des grands donneurs d'ordre. Et il va falloir qu'à un moment, ils puissent choisir leurs partenaires ou leurs sous-traitants, qu'il va falloir qu'on invente peut-être, à un moment donné, une espèce de certification, de labellisation de ces acteurs. Mais toutes ces structures et ces éléments doivent à un moment trouver leur fonctionnement économique et ça se fera avec des partenaires comme on le fait sur d'autres sujets. C'est des éléments qui ne sont pas finis de construire. On aura besoin d'entendre nos acteurs économiques et nos entreprises parce que globalement, il n'y a pas mieux qu'un chef d'entreprise pour nous dire ce dont ont besoin les entreprises. Tous ces acteurs qui vont vouloir intervenir dans le campus cyber, comment cette sélection va être effectuée globalement et surtout comment ces entreprises peuvent-elles faire pour venir en contact avec le campus cyber? On va travailler avec des gens qui ont plutôt pignon sur rue plutôt que celui qui vous t'envoie un mail et te dit
pour 2 € par mois, je te protège de tout, il t'arrivera plus jamais rien. Ceux-là, on va peut-être les éviter, mais les grands acteurs de notre territoire, on les connaît. Et si on ne connaît pas leurs partenaires de niveau 2, par exemple, eux les connaissent et ça sera à eux de faire réseau sur cet ensemble parce qu'il est essentiel que ce travail se fasse entre des acteurs qui ont eux-mêmes confiance entre eux, mais qui aussi se reconnaissent entre eux au travers de leurs compétences. Pour le campus cyber, on nous demandait quelles seraient les villes qui pourraient voir ces infrastructures. Les éléments qu'on va labelliser campus cyber, je ne suis pas sûr que ce soit des infrastructures d'ailleurs, ça va être peut-être des centres qui préexistent. Les villes, alors, pour ne rien vous cacher, on a eu dès l'idée de la création d'un campus cyber régional, des revendications toutes plus légitimes les unes que les autres sur le fait qu'elles étaient candidates à accueillir le campus cyber. Ça, c'était à une époque où on imaginait qu'il y aurait un campus cyber. Alors les villes légitimes, ben oui, je pense que Marseille est légitime à avoir un campus cyber. Je pense que Nice ou Toulon sont légitimes à avoir des campus cyber. Mais je pense que Sophia Antipolis a vocation à avoir un campus cyber. Peut-être qu'autour d'Aix-en-Provence et entre autres du pôle de l'Arbois, il y a peut-être une réflexion à faire. C'est à eux à candidater. On a besoin de toute façon de mailler le territoire. On va avoir là des événements qui se rapprochent, qui vont toucher un petit peu tout le monde. Je pense aux Jeux Olympiques par exemple. Est-ce que ce sont des événements que vous préparez de votre côté, qui influencent ce que vous allez faire dans l'année qui suit? Est-ce que c'est quelque chose que vous étudiez tout simplement? Oui, avec les autres CSIRT régionaux, on est déjà en alerte. On a renforcé notre veille, notamment grâce à la gendarmerie qui fait aussi un travail là-dessus. Donc on se tient prêt à subir pas mal de choses. Oui. J'aimerais savoir si vous avez aussi des cas concrets beaucoup plus techniques et qui pourront intéresser certaines personnes, en fait, savoir comment vous réagissez dans ces cas-là. Alors nous, à notre niveau, on n'est pas censé faire de technique. C'est-à-dire qu'on sait par exemple, lorsque un incident va être judiciarisé, on sait ce que voudra récupérer la gendarmerie ou la police d'un point de vue technique. Donc on prépare le terrain à ce niveau-là. C'est-à-dire que lorsqu'on est face à la victime, on a eu un cas où la collectivité avait en même temps appelé son infogérant, qui n'est pas une entreprise de réponse à incident, qui fait juste qui donne de l'informatique en fait. Et donc eux étaient déjà en train de remettre les sauvegardes, de replaquer tout le SI, tout ça. Donc nous on essaye de faire le tampon là-dessus, parce que ce qui nous intéresse c'est pas que l'incident se finisse vite, c'est que l'incident se traite correctement et qu'on puisse mettre en place toute une procédure jusqu'à la fin. Donc nous le côté technique va être là-dessus. On va informer les victimes de ne pas aller trop vite et on va les aiguiller aussi sur ce qu'après les gendarmes vont vouloir récupérer, donc les logs, tous les petits détails de tech. Et surtout médiatisés sont les grandes attaques qui font la une de la presse, hein, quand la mairie de Marseille est attaquée 2 jours avant les élections municipales. Ça pose problème. Quand le département des Alpes-Maritimes est attaqué, on a tout ça dans les médias, mais en fait, on en connaît assez peu sur les éléments techniques et sur les éléments de remédiation. On nous annonce un jour, bon, tout est réglé, tout est rentré dans l'ordre. Moi, j'ai rencontré des gens de la mairie de Marseille qui, 1 an et demi après, avaient toujours pas tout récupéré. Non, et c'est comme on en a parlé tout à l'heure, en fait, il y a le côté humain en fait, qui intervient. C'est-à-dire que l'impact métier, l'impact financier, l'impact d'image, c'est une chose, mais l'impact humain qui peut intervenir derrière, c'est quelque chose sur lequel peut-être le campus cyber, ou même le CSIRT, à un moment donné, peut intervenir aussi. L'idéal, ça serait qu'on puisse les préparer avant et qu'il n'y ait pas d'attaque ou que le jour de l'attaque, ça soit moins dramatique que prévu. Mais ça aussi, c'est pas encore gagné. Oui, ça, c'est un axe d'effort qui est non négligeable. Après, ça s'adapte à tous les domaines, mais la gestion de crise. Le sang-froid dans l'urgence, le fait de faire face, ça c'est compliqué par rapport à notre écosystème. On est face à des gens qui sont trop petits, qui n'ont rien à se reprocher, qui ne sont pas importants, qui ne gèrent pas et qui ne sont pas candidats à être attaqués. Voilà, donc en fait ils ne se préparent vraiment pas. On se rend compte que lorsque ça arrive, ils sont vraiment sous le choc. Comme lorsqu'on a un accident de voiture et qu'on prend un chevreuil, on est complètement sonné, ça peut durer des jours. C'est ce que les gens vivent, donc c'est vrai que ça fait partie aussi de notre rôle justement de pas prendre le lead, mais de prendre un petit peu les rênes, les accompagner pour justement qu'ils se perdent pas et qu'ils ne perdent pas trop de temps. Une fois que vous êtes intervenu sur un incident pour une entreprise, est-ce qu'il y a des entreprises qui repartent en se disant ok, j'ai été impacté une fois, mais
finalement je le serai plus, je vais pas gagner 2 fois à la loterie, on va dire. Ou est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ont une prise de conscience et qui, le jour d'après, se disent ok, maintenant je vais faire ma gestion du risque qui va être propre, je vais investir dans mes infras ou peu importe. Alors il y a de tout, mais d'une manière générale c'est plus ça, c'est une prise de conscience. Ils prennent une grosse gifle et ça leur ouvre les yeux, on passe dans un esprit plus jamais ça, quoi. Après il y en a certains qui deviennent beaucoup trop parano, qui essayent de ne plus se reposer sur le numérique parce qu'ils n'assument plus l'idée de se faire encore attaquer. Après, on a d'autres entreprises. Là, on en a une. Ils se sont fait ransommer 6 fois en 1 an et demi. Ça, après, ça les regarde. 6 fois, c'est sévère quand même. Ah bah, c'est des bons clients, visiblement. J'imagine qu'il y a aussi des réactions aussi où des DSI ou des DG vont essayer d'aller chercher le responsable aussi de la personne qui a laissé passer l'attaque. Et ce qu'on nous avait raconté, c'est que des fois, il y avait un petit peu une chasse à l'homme, en fait, à savoir qui avait failli à quels endroits. Et il y a des gens qui faisaient l'erreur, par exemple, de virer l'informaticien qui pourtant avait toute la connaissance de l'infra et qui donc est à même de réparer et de combler les failles, etc. On avait ce genre de réaction un peu épidermique, voilà. Ouais, on les a, ouais. Bah, malheureusement, ça, je crois que c'est le côté humain. Bah, pour le cas, justement, le cas qu'on est en train de traiter, où il y a eu une campagne de phishing de plus de 20 000 mails qui a été envoyée, il y a eu à peu près plus de 4 000 mails d'insultes en retour. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a encore ce genre de choses, donc il faut que la personne soit assez robuste pour arriver à lire ce genre de choses, parce que bon, c'est à peu près 95% des incidents qu'on traite, c'est un clic qui n'aurait pas dû se passer. Donc c'est une erreur, à la base, c'est une erreur humaine. Alors après, ça peut être de la fatigue, ça peut être du manque de formation, ça peut être de l'inattention, peu importe. Mais il y a quand même le droit à l'erreur qui existe. On ne peut pas accuser une personne d'avoir fait un mauvais clic, surtout quand on sait que d'un point de vue technique, on aurait pu bloquer ce mail. Donc on va pas non plus charger la personne et le montrer du doigt. Puis de toute façon, devant un juge, ça ne tiendra pas. Donc on essaye d'éveiller les esprits là-dessus, mais bon, c'est vrai qu'à partir du moment où il y a des impacts importants, surtout financiers, c'est vrai que ça peut faire perdre un peu les pédales et les esprits aux gens. Ouais. La petite interco que j'évoquais tout à l'heure, qui a été aidée par l'ANSSI, l'ANSSI leur a dit que le petit logiciel qui les surveillait était installé depuis plus d'1 an sur leur serveur, et qu'ils attendaient un moment qui leur convienne pour passer à l'attaque. Donc, aller rechercher comment ça s'est passé, je suis pas sûr que ce soit évident de retrouver. Qu'est-ce que c'est vos objectifs à court moyen terme, on va dire? Est-ce que vous avez des projets phares que vous avez sous le coude? Est-ce que vous avez des objectifs à atteindre? Voilà, ce genre de choses. Alors au niveau du CCIRT, c'est le projet du campus cyber. Bien évidemment, qui est un projet qui fait rêver. Mais avant tout, c'est la montée en puissance de notre centre. Essayer de devenir... dans le meilleur des cas, incontournable, d'arriver à être le facilitateur et de pouvoir mettre en relation tout le monde, parce que je pense, comme Bernard, que c'est le travail ensemble qui nous rendra efficaces. Ce que j'aimerais en 2024, c'est de ne plus entendre qui êtes-vous. Voilà, ça va être ça notre principal challenge. Pour nous, je pense que le challenge, c'est de faire en sorte que ce territoire régional qui est identifié assez facilement comme une terre d'innovation, puisse le rester et l'améliorer, parce que les acteurs du territoire se sentiraient plus sereins qu'ailleurs par rapport à des attaques potentielles de cybersécurité. Et si nous, on n'est pas capable de leur proposer des outils qui leur permettront de se protéger le mieux possible, eh bien on aura des défaillances qui feront qu'on ne sera plus ce territoire d'innovation que nous envie la terre entière.